Et on va passer la parole à la salle. Alors, étant donné que ça a été un véritable crève-cœur pour tous les auteurs qui sont ici de ce résumé, je demanderai d'en faire autant au public. Alors, je vous le dis en toute fraternité, je suis habitué au questionnaire public. Des fois, quand des gens digressent, ça peut être passionnant. Et des fois, on fait de véritables rencontres, mais là, on ne peut pas se permettre. C'est-à-dire que il faut que si vous prenez la parole, il faut que ce soit en rapport avec les interventions qui ont eu lieu. Dans le cadre à peu près de 30 secondes, entre 30 secondes et 1 minute. Hein. Excusez-moi, mais sinon on n'y arrivera pas. Et après, ce que je propose, c'est que les auteurs ne répondront pas un par un à chaque question. On refera 2 minutes chacun de conclusion, et certains auteurs pourront répondre aux questions qui auront été posées dans la salle, et on partira dans le sens inverse. Voilà. Bon. Quelqu'un veut-il la parole? Je n'en ai pas pour longtemps. En 1936, à l'entrée de l'école normale, selon ce que l'on m'a dit, la deuxième langue apprise était l'espéranto. Pour moi, l'espéranto, c'est la langue qui peut combattre la dissolution des cultures. Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir son poste sans entendre que des chansons en langue étrangère. La chanson française n'existe plus. Et ça, pour moi, la chanson, c'est un appel à la réflexion. C'est tout. Toutes les chansons s'appuient sur quelque chose, sur une réalité. C'est tout. Voilà, ben, merci. Américain dont je ne vais pas me rappeler le nom, malheureusement, a montré à quel point la technique télévisuelle développait la pensée magique. Voilà. Parce qu'elle allie à la fois le son et l'image d'événements qui ne sont pas vécus par le spectateur. Or, ce qui me semblerait être un combat d'actualité, c'est comment mettre en garde les parents et les familles contre ce type de technologie qui va développer la pensée magique. Ma fille a eu un accident à l'âge de 7 ans et elle a eu le cervelet touché. Eh bien, 2 choses m'étaient interdites, la télévision et plonger. J'en ai fini. Oui. Moi j'ai trouvé d'abord je voulais remercier tous les auteurs parce que j'ai trouvé les propos très clairs, malgré le peu de temps qui leur était accordé, c'était très complémentaire. Et moi en fait j'aurais une question très pratique, c'est que on voit bien qu'on a un combat idéologique très concret pour aller toucher chacune des consciences qui sont autour de nous, pour les mobiliser et les rassembler. Et c'est quelles sont vos appréciations à chacun sur la manière dont on pourrait s'y prendre pour reconstruire peut-être des formes d'organisation politique, syndicale, culturelle, ou peut-être est-ce que c'est le même mouvement d'ailleurs, pour réussir à aboutir à cette hégémonie culturelle progressiste. Voilà. Bonjour, ça aurait été une question particulièrement pour Monsieur Gasto, dont j'ai apprécié l'intervention d'ailleurs, j'ai apprécié l'intervention de tout le monde, mais celle de Monsieur Gasto j'ai bien aimé aussi. Et c'était très intéressant ce que vous avez expliqué sur la défense de la langue française, etc. Mais justement, comme nous sommes des marxistes, nous savons que le monde procède par à la fois conservation et dépassement. Et du coup je me demandais, précisément nous défendons la langue française, mais en un autre aspect, quelle transformation de la langue française, puisqu'il y en aura nécessairement, faut-il défendre, lesquels sont légitimes, etc. Donc j'aurais bien aimé qu'on en parle, mais bon, c'est pas à moi de décider après tout. En tout cas, merci à tous.
ce débat. Je voulais en profiter pour rendre un petit hommage à Jean Salem qui, dans une vidéo que j'ai regardée, disait qu'on accusait souvent les marxistes d'avoir une réponse toute faite pour tout, de vouloir tout expliquer, d'être très carré, etc. Et il disait que, effectivement, il pensait que c'était normal de vouloir se faire un squelette, une colonne vertébrale, surtout dans un monde gouverné par des mollusques. Et donc, je trouve que ce que vous essayez de faire, en tout cas au PRCF, et notamment aux éditions d'Elga, répond à cette nécessité d'avoir un squelette au moins à nos esprits, voilà, en ces temps. Merci beaucoup. Oui, moi je voudrais poser la question à Stéphane Siro sur la question des luttes qu'il y a eu dernièrement par rapport aux cheminots, au service public. Pourquoi, encore aujourd'hui, cette fois-ci, nous ne sommes pas arrivés à des convergences de lutte pour faire plier le gouvernement? On va prendre encore deux questions. J'aimerais un commentaire de Jean-Claude Delaunay sur la route de la soie. Merci à tous les intervenants, c'était vraiment passionnant. Alors j'ai une question qui concerne les modalités historiques dans lesquelles la pensée et les pratiques progressistes sont les plus puissantes. Et alors, moi je ne suis pas du tout de formation marxiste, j'y connais rien du tout, mais ce que j'ai compris de ce que j'ai pu lire et écouter à gauche à droite, c'est le fait que, malheureusement ou heureusement, c'est quand les conditions d'existence, conditions matérielles d'existence pour la plus grande partie de la population se dégradent, que, en fait, il y a une résistance qui se met en place et qu'on arrive à faire quelque chose. Donc je suis bien sûr très d'accord sur toutes les questions d'ordre idéologique, et en fait moi-même je suis maître de conférence à l'université et j'essaie de faire ça modestement à gauche à droite, mais est-ce que vous auriez quelque chose à dire là-dessus, sur le fait que il y a un au-delà peut-être de l'attente, de la dégradation des conditions matérielles d'existence pour que on réussisse à organiser une unité et une marche en avant des forces progressistes? Merci. Bon, on va essayer de répondre à peu près à ces questions et réactions, et en passant par encore une dernière question, c'est ça? Voilà, vas-y, une dernière question. C'est juste une dernière question qui s'adresse à tous, à tous les intervenants. Parce que j'ai constaté que dans toutes vos interventions, que ce soit l'historien, que ce soit le biologiste, le syndicaliste, le philosophe, l'économiste ou le pourfendeur des publicités que l'on subit aujourd'hui, la question est que l'on doit se poser: pour qui, pourquoi et comment on produit, comment on vit. Voilà, je crois que là on retrouve effectivement dans toutes vos interventions le sens et l'idée du marxisme, qui est pour qui, pourquoi, comment. Voilà. Si bon, on va commencer à répondre. Alors, deux minutes chacun. Oui, la route de la soie, c'est précisément un exemple de l'action des dirigeants de la Chine pour contrer l'hégémonie de l'impérialisme. Ce projet a été lancé en 2013, il n'y a pas très longtemps, 5 ans, mais il devient une idée force. Progressivement, il devient une idée matérielle, une idée force. Quel est son cœur? D'abord, c'est les routes de la soie. Hein? Il y a la route maritime et la route terrestre. Son idée force, c'est celui d'une négociation pays par pays de tout ce qui compose les territoires des routes de la soie.
Et c'est donc l'idée que, même quand on discute avec un pays qui a 3 millions d'habitants et qu'on est le représentant d'un pays de 1,4 milliard, eh bien, on est égaux. C'est fondamental. C'est une démarche contraire de celle des Américains. Deuxièmement, c'est une démarche qui suppose la souveraineté des peuples. Voilà. C'est comme ça que personnellement, je résume ce grand projet, qui est en même temps un projet de stimulation économique et de révision des règles, des procédures financières, des procédures législatives. C'est ça la révolution, un des aspects de la révolution de notre temps. Voilà, moi je dirais ça et peut-être c'est suffisant. Merci d'être très bref. Oui, alors il y a beaucoup de questions qui ont été posées, j'aurais du mal à les synthétiser en 2 minutes. Je voudrais simplement dire que, en tout cas, la bataille pour l'hégémonie culturelle est inséparable de la bataille politique tout court, de la bataille militante tout court. Et que sinon, évidemment, nous serions à 50 km au-dessus du sol et nous perdrions même la bataille culturelle. Elle a besoin, pour être gagnée, d'être liée aux luttes les plus ancrées dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement syndical, politique et ainsi de suite. Sur le plan politique, pour nous, en tout cas au PRCF, c'est la lutte pour la reconstitution d'un véritable parti communiste, parce que tout simplement, sans un vrai parti communiste dans ce pays, la classe ouvrière ne peut pas redevenir un sujet politique, un acteur politique. Elle est forcément un objet politique. Elle est tirée dans un sens, tirée dans l'autre. Elle est une esclave, en fait, des différents groupes qui se réclament du progressisme avec des contenus petits bourgeois. Sur le plan syndical, c'est pourquoi, effectivement, ici, la bataille du prochain congrès de la CGT est tout à fait centrale. Pas seulement la CGT, la FSU, mais d'autres organisations. Cela dit, la CGT dans le pays, c'est quand même, j'ose dire, le gros morceau, en quelque sorte. Et donc, je vous invite à ne pas simplement regarder passer la bataille d'idées comme ça. Elle a une incarnation concrète dans les mois qui viennent et il faut lui donner corps et il faut gagner. Et puis, il y a aussi, évidemment, une bataille importante, si vous voulez, donc la bataille linguistique dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas une marotte de ma part, je préférerais qu'il y ait 50 groupes et 50 militants qui le disent, et à ce moment-là, ça m'épargnerait de le dire à chaque fois tout seul. Hein. Cette question devrait être davantage partagée. Je dirais qu'effectivement, comme l'a dit l'intervenant tout à l'heure, effectivement, la transformation est inséparable de la conservation pour des marxistes. On ne conserve pas sans transformer. Et de même qu'au niveau, disons, communiste, général, nous ne sauverons pas l'humanité, nous ne sauverons pas la planète de l'exterminisme capitaliste sans faire la révolution, c'est-à-dire sans transformer l'humanité, comme disait Rimbaud, sans changer la vie. De même, les langues elles-mêmes ont besoin d'être transformées. Ça s'appelle par exemple la poésie, dans le domaine, disons, culturel. Et effectivement, dans notre pays, il y a une bataille à mener pour sauver la poésie aussi, dans une certaine mesure. Pensez que des gens comme Hugo ou Aragon avaient derrière eux un public énorme à leur période d'exercice en quelque sorte, et qu'aujourd'hui, eh bien, les éditeurs de poésie ont toutes les peines du monde à survivre en quelque sorte. Voilà, je finis juste sur un thème aussi qui me paraît très important. Battons-nous contre cette façon d'opposer systématiquement le patriotisme à l'internationalisme. L'époque où le PCF a été le plus fort dans ce pays, Front Populaire, Résistance, Libération et ainsi de suite, c'est l'époque où il a lié les deux drapeaux, le drapeau de la Révolution française, tricolore, et le drapeau de l'internationalisme avec la faucille et le marteau, le drapeau rouge. Les deux choses sont indissociables. Quand on les dissocie, on est battu. La classe ouvrière n'est plus dans la nation, et donc elle est minoritaire, elle est écrasée. Et en sens inverse, la nation sans la classe ouvrière dérive vers le pire, vers le nationalisme et la xénophobie, et donc elle se rend haïssable. Il faut marcher sur ces deux jambes, on l'a déjà dit, ça s'appelle la dialectique. Merci. Oui, je pense qu'on peut dire dès maintenant que ce débat théorique s'est très bien passé. Je dis débat théorique parce que précisément il n'est pas que ça. Comme disait Marx, les idées deviennent une force matérielle quand elles s'emparent des masses. Vous avez tous compris que notre préoccupation de marxiste est basée sur le fait que nous voulons que ces idées s'incarnent, et nous travaillons dans l'incarnation même, la matérialité même de ces objets culturels dont nous parlons. Donc je voulais aussi dire que
par rapport à ce gramsciste de droite qu'on a vaguement évoqué, qui a un caractère un petit peu anecdotique, parce qu'il n'est souvent pas étayé sur une vision du monde scientifique, contrairement à ce qu'on a essayé de mettre en valeur nous, je voudrais dire que la pire des manières d'y répondre, je lisais récemment un auteur britannique et spécialiste du fascisme, Griffin il s'appelait, et je trouvais qu'il avait une bonne remarque. Il disait par rapport à un gramsciste de droite, c'est-à-dire alors qu'ils nous prennent Gramsci, la pire des choses que nous pourrions faire nous, ce serait de leur faire un macartisme de gauche. Ce serait tout de suite d'avoir des conclusions politiques immédiates sur le discours qu'ils peuvent apporter. Et parce que nous sommes très politiques, nous savons que les choses sont liées, nous avons ce sens de la dialecticité, tout de suite sauter aux conclusions et ne pas répondre sur le terrain où ils nous amènent. Ce que je veux dire, nous-mêmes, nous n'aimons pas la séparation entre le travail intellectuel et le travail manuel, enfin, on cherche à dépasser tout ça. On voit bien qu'il y a un côté matériel, c'est l'éditeur qui vous parle aussi, parce que c'est l'éditeur militant, tout militant le sait, n'importe quelle idée doit être transformée dans un rapport concret. Un enseignant, par exemple, le sait. Enfin, on dépasse. C'est parce que justement on est très politique. On dépasse cet aspect purement culturel et théorique. Mais quand notre adversaire de classe nous oppose un argument théorique, il faut y répondre sur le terrain théorique aussi. Sinon, on caricature notre propre sujet. C'est pour ça qu'il faut aborder ces questions théoriques avec un grand sérieux et d'une manière totalement kaléidoscopique, comme nous avons pu, je pense, en donner un certain aperçu aujourd'hui. Pour ça, je me réjouis vraiment de ce débat et merci pour votre attention. Merci à tous. Il a beaucoup été question de Gramsci ici. Je voudrais, en conclusion, vous soumettre une idée, enfin une citation de Gramsci. Il disait, en citant Romain Rolland, « Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté ». Alors je crois que c'est ça dont il est question aujourd'hui. On est dans une situation à haut risque, chacun le comprend bien. Pour beaucoup de gens, et un nombre beaucoup plus important qu'on croit des fois, et dans une grande diversité, le capitalisme, ça ne marche pas. C'est ça l'expérience concrète des gens. Seulement le problème c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend, quelle alternative, comment on peut dépasser cette situation. Voilà. Et donc moi je pense que la réponse, c'est la lutte de classe. Il faut mener sur le fond, sur le contenu, comme vient de le dire Émeric, il faut mener la lutte de classe jusqu'au bout. On est dans une situation où bien des questions se posent. Il y a de grandes disponibilités chez les gens, dans les débats, et c'est vrai, dans notre pays, comme ça l'est au niveau européen ou international. Eh bien, il faut se placer en situation de pouvoir répondre et de construire avec tous et toutes cette alternative au capitalisme. Et cette alternative au capitalisme, c'est, comme cela a été dit, et je le partage, c'est le socialisme. On ne pourra pas transformer radicalement cette société injuste et violente, criminelle, et qui nous mène ou qui peut nous conduire à la guerre et à de nouvelles destructions sans le socialisme. C'est ça la question. Et cette question, nous devons avoir la capacité de le traduire non seulement dans les mots, mais dans les actes, dans nos actions. Et je crois que dans ces conditions, oui, on peut être optimiste et comme disait Gramsci, allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Merci. Je voulais dire que je partage tout à fait la remarque de mon collègue Maître de Conf qui rappelle le primat des conditions matérielles et notamment évidemment de la contribution de la crise à faire bouger les choses. Mais autant il est évidemment, je dirais que l'approfondissement de la crise nous donne des perspectives, je dirais de plus en plus riantes, bien que ça ne se voit pas, autant pour accompagner le mouvement, pour participer au mouvement qui a été redéfini par Jean-Pierre Page, il est indispensable de revenir à cette formation
des progressistes, à cette formation des militants qui doit faire obstacle au décervelage délirant qui, sans résistance en face, s'est développé au cours de ces dernières décennies. Et c'est dire que réfléchir, agir sur le réel, c'est avoir cette formation qu'avaient autrefois les militants de la CGT et les militants du Parti communiste, toute cette formation à laquelle il a été renoncé dans les 40 dernières années. Ce que j'ai compris du débat, pour parler un peu politique, moi j'ai foi en la jeunesse d'abord. Il y a quelque chose d'important dans le fait que moi, mon expérience militante est un peu triste depuis les années 90. Je dois l'admettre, on n'a pas vécu beaucoup de victoires et on s'est efforcé d'être dans une forme de, pas de repli identitaire, mais de préservation d'un héritage politique qui était par bien des égards héroïque et très important, et c'est bien tout ce qu'on défend aujourd'hui, de toute façon, puisqu'on est surtout sur des luttes défensives sur le terrain, et je pense qu'on est en train de passer maintenant, puisque bon, il y a des décennies qui se sont écoulées depuis la fin de l'Union soviétique, et puis même l'Union soviétique n'était pas non plus, enfin je veux dire, elle a aussi eu des éléments de dégradation progressive, donc c'est quand même assez loin maintenant. Passe maintenant, je pense, à une période où la jeunesse, bon alors il ne faut pas non plus être trop optimiste, mais enfin je constate quand même que beaucoup de jeunes sont dans une logique de soif de comprendre des choses simples et de se rendre compte que ce qu'on nous dit c'est n'importe quoi, que c'est de plus en plus évident, que ce soit au niveau des guerres, de la propagande médiatique, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit au niveau même de la Chine. Je veux dire, là c'est un sujet très intéressant, moi ça m'intéresse beaucoup par rapport à la comment dire, à l'aspect, je dirais, pas écologique, mais préservation de l'environnement sur la question chinoise, et en particulier sur la question énergétique, puisque Cuba c'est plutôt la question agroécologique, mais c'est deux jambes de la question de l'environnement qui sont importantes, et comme par hasard, c'est deux pays qui ont une histoire et un parti communiste à leur tête, c'est pas, sans doute pas par hasard. Et puis bon ben évidemment d'un autre côté beaucoup d'intellectuels qui essayent de se réapproprier tout ça et de continuer à produire du théorique aujourd'hui, nécessairement, puisque les choses changent, il faut à chaque fois s'adapter et essayer de comprendre la complexité du monde avec des points d'appui théoriques, ça a été rappelé, ce qu'on appelle le matérialisme dialectique. Eh bien, il y a aussi cette je pense, et je finis par là, je ne vais pas être trop long, j'ai un peu peur d'une chose quand même, dans cette soif d'apprendre des jeunes, c'est qu'il est beaucoup plus facile de s'approprier les choses tout seul en allant très vite et très loin. Il est beaucoup plus difficile d'accepter d'aller plus lentement et collectivement. Il y a le côté collectif, c'est-à-dire la lutte modeste, humble, de terrain, de petites choses, mais qui sont là où on apprend réellement comment se battre et comment finalement se mettre en pratique les idées du marxisme. Il ne faut surtout pas oublier ça, parce que quand on parle de formation théorique, c'est bien pour aider notre pratique et pour que justement ça fasse tache d'huile, parce que les victoires recommencent petit à petit à s'accumuler. Les victoires, c'est des victoires de terrain, c'est pas des victoires de conquête de conscience par des intellectuels qui seraient coupés du terrain. C'est très important de dire ça, parce que dans un vide idéologique comme celui qu'on vit aujourd'hui, d'un point de vue de la gauche quoi, en général, c'est très facile de travailler, je pense, hein, de mon point de vue, j'ai parlé juste d'une question de l'environnement, de l'agronomie et de la biologie, mais je le vois sur bien d'autres terrains. C'est très facile puisqu'il y a un vide, c'est très facile de recommencer à penser, mais il ne faudrait pas se limiter à réfléchir tout seul, il faudrait apprendre à réfléchir ensemble, de façon organisée et en lien avec les luttes de terrain. Voilà. Et
travers de cette remarque générale, je ferai une transition qui me mènera à essayer de répondre un peu à la question qui a été posée. Donc je voulais commencer par nous féliciter, un peu d'autosatisfaction, ça ne fait jamais de mal à personne. Quand je dis nous, c'est-à-dire vous et nous. Nous féliciter, pourquoi? Parce que finalement, on est en train de faire quelque chose que malheureusement ne font plus beaucoup les organisations lesquelles on espère. Ces organisations qui ont supprimé leurs écoles de formation ou qui dans leur formation ne font plus que des formations pratiques sur l'immédiat, mais qui en revanche n'ont plus quasiment d'arrière-plan, ne donnent plus d'arrière-plan politique, ne donnent plus d'arrière-plan idéologique à leurs militants. Nous, aujourd'hui, et vous, aujourd'hui, vous avez fait de l'idéologie. Au travers de cette idéologie, vous avez aussi contribué d'une manière ou d'une autre à fabriquer de l'utopie. Or, il se trouve que quand on regarde notre histoire sociale, cette convergence, si ce n'est de lutte, tout au moins de l'idéologie et de l'utopie, ont permis de produire trois choses essentielles pour contrecarrer l'hégémonie ou les tentatives d'hégémonie de l'ordre dominant. La première, j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'y reviens rapidement, penser les modalités d'une autre forme de société et la façon d'y parvenir. Ça, c'est un premier élément qu'on ne peut pas faire si on ne fait pas d'idéologie et si on ne fabrique pas de l'utopie. Si on ne fabrique pas d'idéologie et si on ne fabrique pas de l'utopie, on ne peut pas produire non plus ces grandes peurs récurrentes qu'a pu avoir à certains moments l'ordre dominant et qui, dans le monde tel qu'il est, ont pu permettre régulièrement, malgré tout, de conquérir un certain nombre de droits qui n'auraient jamais existé si cette grande peur n'avait pas existé. Et si elle a existé, c'est parce que, précisément, cet ordre dominant ne sait pas si à un moment ou à un autre, cette production d'idéologie et cette fabrique de l'utopie par les dominés ne va pas, in fine, déboucher sur l'ébranlement, si ce n'est la disparition du monde que eux veulent défendre. Et donc, pour assurer sa pérennité, il se trouve en situation, à un moment donné, d'être obligé de concéder un certain nombre de droits qu'il n'aurait jamais concédés sans cette fabrique de l'idéologie et sans cette fabrique de l'utopie. Et puis enfin, celle-ci, et c'est ce que disaient d'ailleurs les syndicalistes révolutionnaires. Je ne vais pas revenir sur la Charte d'Amiens, qu'on peut critiquer sur bien des points, mais au moins les syndicalistes révolutionnaires avaient au moins quelque chose qui me semble tout à fait pertinent dans leur manière de penser. La grève générale, le grand soir. Au fond, même s'ils le décrivent, même s'ils disent qu'ils vont chercher à y arriver, ils disent aussi par ailleurs, ils le disent au moins aussi souvent dans des textes qui sont moins souvent exhumés, qu'au fond, ce grand soir, cette grève générale, elle arrivera peut-être jamais, mais en même temps, dans le monde tel qu'il est, elle nous permet cette perspective-là de fonctionner en tant que contre-société, de nous extraire de l'intégration que recherche et qu'a toujours recherché l'ordre dominant vis-à-vis des contre-pouvoirs dont en réalité il a cherché systématiquement à faire des béquilles plutôt que des adversaires à combattre, des accompagnateurs plutôt que des fabricants de lutte des classes. Et donc cette capacité à fonctionner en contre-société, elle n'existe elle-même qu'à partir du moment où l'idéologie et l'utopie fonctionnent. Et cette idéologie et cette utopie, c'est ce qui me permet de faire la transition avec la question qui était posée, c'est aussi ce qui permet de penser et de mettre en évidence ce qui unit un monde du travail en apparence atomisé, tel qu'il est aujourd'hui, mais qui en réalité subit très exactement les mêmes procès de domination, quelle que soit sa condition. Et la mise en évidence de cette réalité-là, de cette exploitation-là, elle ne peut se faire qu'à partir du moment où on est capable de penser les choses, qu'on est capable de les penser autrement que dans le cadre de la société et des raisonnements de l'ordre dominant tels qu'ils sont présentés avec, comme le disait Jean-Pierre, cette façon d'essayer de ne faire réfléchir que sur les conséquences et jamais sur les causes. Concernant par conséquent cette absence de convergence, il y a là, me semble-t-il, un élément de fond. On pourrait en ajouter bien d'autres, je l'ai fait. Si vous avez la curiosité de lire cette brochure, j'y consacre les 5 dernières pages à ce que j'ai appelé l'improbable convergence des luttes.
Il faut ajouter, me semble-t-il, la simple question d'ailleurs, était-elle recherchée? J'en suis loin d'être certain, et j'en suis même pas certain, plutôt sûr du contraire. Par ailleurs, il me semble aussi que c'est un symptôme, cette incapacité-là. C'est un symptôme d'un processus qui maintenant est entamé depuis un bon moment de ce que j'appelle la dévitalisation des confédérations syndicales. Cette dévitalisation qui d'ailleurs rejoint, comme je viens de l'expliquer, cette désidéologisation et cette démission face à la fabrique de l'utopie qui a toujours fait l'alternative susceptible de produire des améliorations et des conquêtes aujourd'hui et peut-être un autre monde pour demain. Et cette dévitalisation des confédérations, elle produit aussi en retour une espèce de repli sectoriel, de repli professionnel. Les différents secteurs voyant qu'au fond, les mobilisations ponctuelles, professionnelles, peuvent payer parfois davantage, ce qui a été effectivement le cas parfois entre janvier et juin dans certains cas. Et donc, cette dévitalisation des confédérations elle-même nourrit cette espèce de réaction de la part des secteurs professionnels qui consiste au fond à se dire, est-ce que c'est pas plus efficace de bâtir notre propre forteresse pour résister aux assauts du libéralisme que d'essayer de converger d'une manière extrêmement aléatoire avec des confédérations qui n'ont même pas, en réalité, la volonté d'engager un rapport de force qu'on pourrait qualifier digne de ce nom. Et enfin, j'ajouterais aussi l'incapacité à produire, mais qui là encore rejoint cette désidéologisation et cette démission face à l'utopie, cette incapacité à fabriquer une démarche harmonieuse entre le social et le politique, entendu pas seulement comme une conjonction entre une organisation partisane et une organisation syndicale, mais entendu aussi et surtout comme la capacité à faire valoir les enjeux de société globaux qui sont soulevés par des revendications particulières, quelque chose qu'avait réussi le mouvement de 95 précisément, dont on se souvient qu'il avait soulevé des débats de société extrêmement forts. Et donc ça interroge évidemment aussi sur les modalités d'action choisies, mais là j'en dirai pas davantage puisque je ne voudrais pas participer au débat de demain auquel je ne serai pas.